Bonjour, je suis Arnaud Emery, le directeur du cabinet de Geste, un cabinet de conseil. Alors, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on travaille dans le domaine des transports, notamment dans le domaine du transport ferroviaire, ce qui fait qu'on a acquis aujourd'hui une certaine expertise sur le sujet. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'analyse de la réforme ferroviaire, puisque vous savez qu'une loi réformant en profondeur le secteur ferroviaire a été votée le 4 août 2014 et que cette loi est appelée aujourd'hui à se décliner au sein des deux entreprises, SNCF et RFF. Je voudrais vous livrer les principaux résultats d'une étude qu'on a faite pour les comités d'entreprise de la SNCF. Et je voudrais organiser mon propos autour de la réponse à trois questions. La première question, c'est en quoi consiste cette réforme ferroviaire? La deuxième question, c'est est-ce que cette réforme atteint les objectifs qu'elle s'était fixés? Et la troisième question, c'est quels sont les impacts qu'on peut attendre de cette réforme ferroviaire sur le moyen terme? Alors à propos de la première question, qui est donc qu'est-ce que cette réforme ferroviaire? Il y a deux éléments de réponse à apporter à cette première question. Le premier élément de réponse, c'est que cette réforme ferroviaire cherche à unifier davantage deux dimensions aujourd'hui séparées au sein du secteur ferroviaire. La première dimension séparée, c'est que l'infrastructure appartient à RFF alors que les hommes appartiennent à la SNCF. Et l'idée, c'est de réunifier l'infrastructure et les hommes dans une même entreprise. Et le deuxième objectif, ici à ce niveau, c'est de réunifier un peu plus la partie infrastructure avec la partie transport, c'est-à-dire réunifier dans un même groupe RFF et la SNCF. Mais la loi a également défini un deuxième objectif, qui est sans doute l'objectif le plus central, c'est celui de régler la problématique de l'équation économique du secteur ferroviaire, en sachant que celui-ci est très endetté. Il porte dans ses comptes plus de 40 milliards d'euros de dette, qui est le fruit cumulé de déficits depuis plus de 40 ans, déficit généré en grande partie par la création des lignes LGV qui ont été décidées par l'État et pour lesquelles l'État n'a pas forcément mis d'argent au pot. De fait, le système est très endetté et il doit faire face à ce cumul de dettes qui d'ailleurs lui coûte plus de 1,5 milliard d'euros par an de charges d'intérêt. Alors maintenant, je voudrais en venir à la deuxième question, c'est est-ce que cette réforme atteint les objectifs qu'elle s'était fixés? Et là, je pense que nos travaux montrent bien que la réforme n'atteint que très partiellement les objectifs qu'elle s'était fixés. Alors sur le premier objectif, qui était de savoir de réunifier le transport et l'infra dans un même groupe, on dira que l'objectif est partiellement atteint. Pourquoi est-ce qu'il est partiellement atteint? En grande partie parce que si la réforme a réussi à réintégrer les hommes avec le réseau, c'est-à-dire à réunifier donc SNCF Infra avec RFF, pour créer demain ce qu'on appelle SNCF Réseau. En revanche, l'objectif de réunifier davantage l'infrastructure avec le transport est relativement loupé. Cet objectif était censé être porté par ce que l'on appelle le groupe public ferroviaire, et notamment SNCF Tête. Et il s'avère que dans les missions qu'on a données à SNCF Tête, on ne retrouve pas les missions de réunification, notamment les missions de réunification sur un plan industriel et opérationnel. On voit des missions de gestion, des missions RH, des missions de sécurité, mais on ne voit pas des missions de gestion opérationnelle du secteur ferroviaire, notamment des missions de gestion opérationnelle du secteur ferroviaire sur le plan local. Et tout ceci paraît très centralisé à un niveau national, mais peu à même de se décliner d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire directement sur les voies, directement dans les trains. Donc ça, c'est un vrai problème, alors qu'il y avait une attente très forte de la part des opérateurs qui font circuler les trains. Maintenant, est-ce que la réforme atteint son objectif du point de vue de la dette? Et là également, la réponse est très partielle, et en grande partie, je serais même tenté de répondre que non. Non, pourquoi? Parce que l'État, premièrement, ne reprend pas la dette, chose qui a été faite par l'Allemagne, qui a fait une réforme ferroviaire d'ampleur dans les années 90. L'État, par deux fois, la première fois en 97 et la deuxième fois aujourd'hui, ne reprend pas la dette, ce qui fait que le système doit s'autofinancer et doit financer lui-même sa dette qui a été générée en raison de décisions qui ont elles-mêmes été portées par l'État. Et alors, pour faire face à ce cumul de dettes, la loi introduit deux dispositions très importantes. La première, c'est la disposition qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire qu'on empêche au secteur ferroviaire de s'endetter pour financer des projets de développement du secteur ferroviaire sur le long terme. Et ça, c'est un peu embêtant quand même, parce que vous savez qu'on est confronté à des problématiques d'effet de serre, d'émissions de CO2, et pour cela, il faudrait engager un report modal de la route vers le rail,
et en empêchant le secteur ferroviaire de financer les investissements favorables au rail, d'une certaine manière, on empêche la collectivité d'organiser ce transfert modal de la route vers le rail. Et puis, il y a une deuxième disposition qui dit que on va demander au secteur ferroviaire de faire des gains opérationnels, notamment des gains de productivité, pour financer ce déficit cumulé. Et on va s'apercevoir que c'est cette demande d'exigence de productivité qui va avoir de nombreux impacts. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais maintenant en venir à la réponse à la troisième question, c'est quels sont les impacts de cette réforme sur le moyen terme? Eh bien, les impacts de cette réforme sur le moyen terme sont directement liés aux exigences d'économie qu'engage la réforme ferroviaire. Et ces exigences d'économie vont se matérialiser sur 3 axes. Et je souhaiterais passer en revue chacun de ces axes de manière assez rapide. Le premier impact, on va bien le voir, c'est celui de l'emploi. À partir du moment où on demande au secteur ferroviaire de dégager des gains de productivité, notamment des gains de productivité à hauteur d'à peu près 1,5 milliard d'euros par an, eh bien ces gains de productivité vont se faire essentiellement sur l'emploi. Ce n'est pas une chose nouvelle, comme on le voit d'ailleurs sur le slide qui va passer maintenant ici. Ce n'est pas une chose nouvelle puisque déjà sur la période 2007-2014, la SNCF a beaucoup réduit son emploi à hauteur d'à peu près 1100 effectifs annuels, ce qu'on appelle des effectifs ETP, c'est-à-dire équivalent temps plein. Voilà. Et là, on pense que la réforme, à partir des plans industriels qu'on a pu lire, qui ont été présentés directement par la SNCF, des plans industriels qui prévoient donc les gains de productivité pour financer cette réforme, eh bien on pense qu'on va avoir une accélération du rythme de déclin de l'emploi d'ici 2020. Et on pense notamment qu'on devrait avoir une chute, et donc une amplification du déclin de l'emploi à hauteur de 25 à 60%, ce qui n'est donc pas rien. Et ça nous fait estimer un déclin de l'emploi d'à peu près 10 000 postes d'ici 5 ans, ce qui est donc très important. Ceci est d'autant plus important que l'effort de productivité, et c'est maintenant le slide que vous allez voir qui va passer, l'effort de productivité a déjà été très important les années passées. On voit bien sur ce graphe qui mesure la productivité apparente du travail en divisant la richesse créée par le nombre de cheminots qui sont dans l'entreprise, ce qu'on appelle les effectifs disponibles, et on voit un accroissement de plus de 36% ces dernières années. Donc contrairement à un discours qui est souvent véhiculé qui dit que les cheminots ne sont pas productifs, on voit bien ici, et c'est à partir des comptes même de l'entreprise, que la productivité s'est beaucoup développée. Elle s'est beaucoup développée et donc elle risque encore de s'amplifier avec cette réforme. Le problème, c'est le slide qui va venir maintenant, c'est que ce rythme de productivité a des impacts sur la santé et voire même sur la sécurité directe des cheminots. Ici, ça mesure ce que l'on appelle l'indice de morbidité, c'est-à-dire le nombre de jours d'absence des salariés pour cause d'arrêt maladie et d'accident de travail. Et vous voyez qu'il y a une augmentation très importante de cet indice de morbidité au fur et à mesure de l'accélération de la productivité. Et donc on s'interroge de savoir l'impact qu'aura cette réforme et cette augmentation de la productivité encore plus forte sur cette morbidité. Et ça, c'est un sujet qui est complètement évacué par le législateur et par l'entreprise et que nous vous livrons à la réflexion. Alors, au-delà de l'impact sur l'emploi, on pense que la réforme, sur le moyen terme, aura également un impact sur les trafics. Pourquoi est-ce qu'il y aura un impact sur les trafics? Pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où on demande au système de faire des gains de productivité et d'avoir beaucoup plus de performances opérationnelles, eh bien l'entreprise SNCF Mobilité ne pourra plus se satisfaire de ses foyers de perte. Et donc elle va devoir rationaliser ses trafics et se concentrer sur les trafics les plus rentables et sans doute abandonner une partie des trafics qui aujourd'hui sont déficitaires. Et quels sont les trafics qui aujourd'hui sont déficitaires? C'est principalement ce que l'on appelle les trains intercités, les fameux trains corail, mais c'est également le fret, et c'est également, on le verra sur le moyen terme, une partie des trafics TER qui sont financés, comme vous le savez peut-être, par les régions, et que les régions sont elles-mêmes confrontées à des problèmes de dotation budgétaire en baisse de la part de l'État. Et on se demande bien comment les régions arriveront à financer ces trains demain, compte tenu de ce contexte-là, et compte tenu aussi du fait que la SNCF et l'État aient tenté de faire financer les trains intercités par les régions directement. Donc les régions vont être confrontées à une sorte d'engorgement budgétaire et on se demande dans quelle mesure elles seront capables
de financer ce développement du ferroviaire. A contrario, la SNCF va être tentée de se reconcentrer sur les trafics les plus rentables, à savoir le TGV. Mais le TGV, comme vous le savez, est lui-même confronté à un problème de compétitivité, et c'est donc le slide que je vais vous montrer ici, un problème de compétitivité prix lié au fait que, et là je suis obligé de faire un petit détour à nouveau par Réseau, lié au fait que Réseau, confronté à la charge de sa dette, a dû trouver des ressources supplémentaires ces dernières années. Et comment est-ce qu'il a trouvé des ressources supplémentaires? En faisant payer des péages toujours plus chers à la SNCF et notamment au TGV. Et ces péages de plus en plus chers sont venus se répercuter sur le prix des billets, ce qui fait que la sensation qu'on a tous et que les citoyens ont de payer un train de plus en plus cher est vraie. Quand on regarde la courbe d'inflation des prix du ferroviaire, c'est la courbe qui apparaît en noir, eh bien, on voit un rythme d'accélération beaucoup plus élevé que le rythme d'inflation moyen dans l'économie, mais également que le rythme d'inflation des autres modes de transport. Et vous pouvez voir un décrochage qui apparaît sur le slide à partir des années 2007-2008. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est au moment où RFF a changé le mode de comptabilisation et le mode de définition de ces péages. Elle est passée d'une notion, c'est un peu technique, une notion de péage au coût marginal, à une notion de péage au coût complet, ce qui lui a permis d'augmenter fortement son rythme d'accroissement des péages, qui sont donc venus se répercuter sur le prix des billets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un système un peu vicieux, et c'est le slide que je voudrais vous passer en revue, où on a une hausse du prix des péages qui se répercute sur le prix des billets des trains, qui fait perdre la compétitivité prix à l'opérateur ferroviaire, ce qui fait qu'on a une moindre progression des trafics en voyageurs kilomètres, puisqu'il faut savoir que les trafics du ferroviaire n'ont augmenté que de 2% sur la période 2008-2013, là où la voiture a augmenté plus de 14%. Donc c'est un impact très important qui fait diminuer par effet ricochet le nombre de trains kilomètres en circulation, ce qui vient diminuer le volume de péage perçu par RFF et donc demain par Réseau, entraînant donc un cercle infernal duquel aujourd'hui il est très difficile de sortir. Donc on pense que cette réforme va avoir des impacts sur les trafics, avec un effet de reconcentration sur les trafics les plus rentables, qui sont donc notamment circulés sur les voies d'ailleurs les plus empruntées, et un désengagement des trafics les moins rentables. Donc ce qui pose d'ailleurs un problème d'aménagement du territoire, d'aménagement et de desserte des territoires les moins bien irrigués. On risque sans doute d'avoir un renforcement de ce déséquilibre territorial sur le moyen terme avec la réforme et surtout le non-financement de cette réforme. Et puis je voudrais en terminer par le dernier impact qui est celui sur le réseau. La grande question, c'est de savoir si le réseau tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 30 000 km de lignes, va pouvoir perdurer compte tenu de l'équation économique très serrée du système. Et là, malheureusement, nous sommes tentés de répondre que non, compte tenu du fait que Réseau, ex-SNCF, n'aura sans doute pas les moyens, n'a déjà plus les moyens de financer l'entretien et la maintenance de la totalité du réseau. Et d'ailleurs, Réseau, ces 2 dernières années, a déjà mis en place ce que l'on appelle la règle d'Orbis, qui dit que Réseau ne finance plus sur ses fonds propres l'entretien et la maintenance du réseau le moins circulé. Alors là, c'est également un petit peu technique. Le réseau le moins circulé, ça s'appelle le réseau UIC 7 à 9. Et c'est précisément ce réseau-là qui n'est plus financé, dont la charge d'entretien et de maintenance n'est plus financée par Réseau, et qui est renvoyé directement au financement des régions. Et on a vu tout à l'heure que les régions avaient déjà du mal à financer leurs trains, et on a donc du mal à voir comment elles seront en capacité elles-mêmes de financer le réseau sur lequel elles vont faire passer une partie des TER. Mais l'enjeu là, il n'est pas seulement sur les TER, il est aussi également sur le fret. C'est très important d'être informé sur cet enjeu fret de relativement court terme. Il faut savoir que les trains fret circulent sur les voies les moins empruntées, qu'on appelle dans le jargon technique le réseau UIC 7 à 9 sans voyageurs, donc un réseau qui est dédié au fret. Et ce réseau-là a une moyenne d'âge de plus de 75 ans, à peu près 75 ans, qui est très très vieux, avec un réseau très très dégradé. Et là également un autre petit point technique, c'est que l'indice de consistance de ces voies réseau 7 à 9 sans voyageurs est très très bas, et qu'on atteint quasiment un taquet du point de vue de la sécurité, ce qui veut dire qu'on va pratiquement bientôt le fermer. Et à partir du moment où on n'entretient plus ces voies, eh bien ces voies sont appelées à être fermées. Et c'était un nombre de kilomètres de voies très important. Et compte tenu donc de cette équation économique très dégradée, on a du mal à penser que sur le moyen terme, la consistance actuelle du réseau
va pouvoir perdurer et sans doute on va avoir une reconcentration des trafics et du réseau sur les portions les plus circulées. Ce qui, du point de vue de l'aménagement du territoire, je reviens à ma conclusion précédente, pose problème et qui, du point de vue des objectifs de report modal et des objectifs de Grenelle de l'environnement, etc., est sacrément problématique. Donc, en conclusion, je dirais que la réforme s'était fixé des objectifs ambitieux, mais une nouvelle fois, l'État qui se veut aujourd'hui stratège n'a pas les moyens de sa politique et n'est pas en capacité d'atteindre véritablement les objectifs qu'il s'est fixés. Et sans doute, ça va être les salariés de l'entreprise, mais également les usagers qui vont payer cette réforme. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt.